À Montpellier, vous pouvez être devant Internet puisque votre université est fermée. Est-ce que tout ça peut durer? Est-ce que c'est anormal? Écoutez qu'en disait cette semaine Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, pardon. Elle était à l'Assemblée nationale. À Tolbiac, ce qui s'exprime aujourd'hui, ce n'est pas une mobilisation étudiante, c'est un petit groupe radical qui profite du moment pour se donner une tribune. C'est la réalité, car à Tolbiac, en ce moment, mesdames et messieurs les députés, nous assistons à un retour d'une certaine extrême gauche et d'une certaine extrême droite qui cherchent à en découdre. Et alors, si vous étiez devant votre écran pour regarder Point de vue lundi, donc il y a 2 jours, vous vous souvenez sans doute qu'il y avait parmi nos invités Thomas Guénolé, qui est l'un des intellectuels de la France insoumise. Eh bien, figurez-vous que Thomas Guénolé, dès que l'émission a été finie, il s'est précipité à Tolbiac, et voilà ce qu'il y a dit. Quand une mobilisation est faite au niveau de blocage de fac, et que finalement il n'y a pas de négociation, la position reste dure, etc., c'est qu'on n'a pas bloqué assez longtemps. Celui qui lâche, en réalité, quel que soit le conflit social, si vous regardez bien, celui qui lâche, celui qui perd, c'est celui qui lâche en premier. En termes de représailles, on ne peut pas faire redoubler une promo entière, c'est impossible. Ni même une part substantielle du promo, c'est pas possible non plus. Alors, les étudiants en présent n'avaient pas l'air d'être en première année. Hein. Christian Macarian, en fait, c'est l'extrême gauche qui pilote ou qui manipule tout ce mouvement de blocage des universités? C'est évident. Avec tout de même une variante considérable par rapport à l'extrême gauche classique, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas d'ancienneté, ni idéologique, ni de soubassement, ni d'aboutissement de la lutte. Ce qui les intéresse dans la lutte, c'est la lutte. Et on vient de l'entendre, c'est le conflit, le rapport de force qui intéresse cette génération-là, et c'est totalement déconnecté de l'avenir de l'université. Dans la déclaration que vous venez de nous faire entendre, il n'est pas question d'université, d'enseignement, d'avenir, de futur, de rien de tout ça. Mais tenez bon, et comme ça, vous aurez votre année. Mais oui, mais voilà. En gros, c'est tout ce qu'il leur dit. Voilà, c'est Christian Termier. Pardon. Ce qui me frappe, et qu'on fasse surtout pas, parce qu'on est en phase d'anniversaire, le rapprochement avec 1968, parce qu'en 1968, la France était en croissance, là, elle est plutôt très mal. La France était dynamique et elle avait une forte croissance démographique et encore beaucoup de capacités d'avenir. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, ce qui me frappe, c'est que ça ne conduit nulle part, ça ne propose rien. Et c'est un appauvrissement complet à la fois de la fonction étudiante et de l'enseignement. Je trouve que c'est absolument désastreux et de mon point de vue, ça devrait être strictement interdit. Édouard Tétrault, si vous étiez ministre de l'Intérieur, vous enverriez la police pour dégager les universités bloquées? Alors, dans ces moments-là, il faut citer Mirabeau. Les hommes sont comme des pommes, ils pourrissent quand on les entasse. J'abonde dans ce que vient de dire Christian. On n'est pas du tout en 68, non seulement 50 ans sont passés, mais aujourd'hui on a 2 millions de NEETs, pardon pour l'anglais, mais c'est Neither in Education, Employment or Training, c'est-à-dire nous avons 2 millions de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas de diplôme, pas de job et pas de formation, pas de projet de vie. Ce qui se passe en ce moment, vous savez que aujourd'hui les entreprises ont du mal à recruter en France, par manque de formation. Il manque, pardon, c'est pas très poétique ni lyrique, mais nous manquons de soudeurs, nous manquons de tourneurs-fraiseurs, et nous avons non seulement des métiers, mais des emplois qui sont en train à nouveau de franchir le Rhin. Là, on est loin de l'université. Si, justement. Parce que c'est plutôt les universités en sciences humaines qui sont bloquées. On est au cœur du sujet. C'est que nous payons 50 ans après 68 les déficiences d'une éducation nationale, d'un système universitaire qui n'ont pas réussi à produire des capacités d'apprentissage et à offrir un avenir à une jeunesse. Aujourd'hui, nous avons une extrême gauche radicalisée qui essaie de récupérer cette absence de perspective, alors que évidemment l'avenir est beaucoup plus concret et simple que cela. Malheureusement, il ne se gère pas dans des amphis surbondés de sociologie, de sciences humaines. Il faut qu'on réussisse à retrouver des moyens de rendre employable cette jeunesse. Et on peut parler de l'extrême gauche, extrême droite, tentative de manipulation, mais la réalité, elle est là. Parce que, alors, Elisabeth Léger, vous passez la parole. Il
vous savez que le propre de cette émission, c'est qu'il n'y a pas que les invités qui s'expriment, il y a aussi les internautes, bien sûr. Il y a Benjamin qui nous dit, bien entendu, il faut les virer. Quel intérêt ont-ils à empêcher les autres étudiants qui veulent étudier tranquillement? Julien qui nous dit ces blocages sont synonymes de conflit pour faire du conflit, trop c'est trop dans ce pays. Et la question Twitter du moment, faut-il déloger les étudiants bloqueurs? Eh bien, pour l'instant, vous êtes 74% à considérer que oui, ils doivent être délogés. Est-ce aussi votre avis, Elisabeth Lévy, ou est-ce que votre âme d'étudiante éternelle... Non. Je dois dire d'ailleurs le contraste avec les zadistes qui au moins mettent, pour ceux d'entre eux qui sont vraiment sur la ZAD, mettent au moins en œuvre un projet, si vous voulez, le contraste avec les zadistes est frappant. Je souscris à tout ce qui a été dit, à une nuance près, c'est des enfants de leur époque qui savent faire des trucs pour YouTube. Le coup de la conférence de presse avec le chien, c'est le genre de truc qui fait un malheur sur YouTube. Voilà, on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que ce sont des étudiants de Tolbiac, masqués d'ailleurs, qui font une conférence de presse improvisée avec un chien assis au milieu d'eux. Alors maintenant, soyons sérieux. Il y a, dans les facs de lettres et de sciences humaines exclusivement, il n'y a pas une seule autre fac où il y a des problèmes. Il y a, si vous voulez, une ultra-minorité de bloqueurs. Alors, il y a un arrière-fond politique, on verra si ça vous intéresse, on peut en parler, mais je ne sais pas si c'est le sujet. Il y a effectivement la bagarre, Hamon qui essaye de mettre... Enfin bon, tout ça, essaye de mettre le contrôle sur des groupuscules. Vous verrez, on en parlera dans le prochain causeur. Et il y a notamment à Tolbiac, c'est un tout petit groupe, et il y a le fils, semble-t-il, d'un éminent socialiste qui est à la manœuvre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie la police pour dégager? D'abord, on envoie la police. Mais la deuxième chose, je voudrais aussi parler de la complaisance d'un certain nombre de profs, j'allais dire proviseurs, des présidents, parce que moi j'ai des gens qui sont allés dans Tolbiac, qui ont des airs d'étudiants, et ils disent, ils disent les appareilleurs passent pour vérifier qu'il n'y a pas d'incendie. En réalité, il suffirait, on les délogerait en rien de temps. Donc c'est improbable, mais le pire de tout, si vous voulez, c'est qu'ils se battent contre une réforme que le gouvernement n'a pas le courage de faire. Si vous voulez, s'il faut faire des études supérieures pour leur expliquer qu'il n'y a pas dans le monde une seule formation universitaire non sélective qui ait une quelconque valeur, si vous voulez, si vraiment... Ils sont consternants. Ils sont consternants sur le fond, comme l'a dit Christian. Ils sont consternants sur leurs revendications anti-méritocratiques du matin au soir. Qu'est-ce qu'ils détestent? La méritocratie. Mais bon, je suppose que c'est malheureux. Je suppose que Denis ne va pas être leur avocat. Alors je ne veux pas en rajouter. Mais quand on voit la vie de l'UNEF, la vice-présidente de l'UNEF, si vous voulez, qui fait des études de genre. Voilà, non, parce que c'est ça. Et là-dessus, vous avez en plus, dans certaines facs, si vous voulez, tout ça est sur fond de sauce post-colonial studies, indigène de la République, racisme d'État, et tout ce fourbi qu'on paye avec nos impôts. Ça suffit. Loin de l'employeur. Pardon. Alors, Denis Tillina, qu'est-ce que vous allez défendre ces malheureux étudiants qui finalement font la révolution à leur échelle, peut-être? Je souscris à tout ce qui vient de dire avec le recul de quelqu'un, moi en l'occurrence, qui avait 20 ans, mais 68, et qui se souvient quand même que ça a démarré avec pas grand-chose. Quelques mecs de Nanterre qui voulaient aller sauter des filles à la cité universitaire de Gentilly. On disait c'est interdit. Ils devaient être assez cons pour ne pas savoir faire le mur pour retrouver une minette, ce qu'on savait tous faire à 15 ans. Bon, et je vous rappelle que quelques maladresses des pouvoirs publics, le 2, le 3 et le 4 mai, ont fait qu'on a assisté à des événements. Donc, quand on dit ouais, il faut aller envoyer les flics et les virer, attention quand même. Bien sûr que c'est d'infime minorité, bien sûr que c'est les facs de lettres. Bon, mais pourquoi on laisse accéder à lettres, psycho, sociaux, disciplines qui ne signifient rien, qui ne débouchent sur rien? On le sait depuis 50 ans, depuis que des masses de gens ont leur bac comme ça. 50 ans de réforme de l'école. Voilà, en fait, ils ont peur de la sélection et c'est trop, c'est ça le fond de l'histoire. Même pas, je crois même pas. Il y a un malaise, ils sont pas bien. Ils savent qu'ils sont les sacrifiés d'une société qui n'ose pas trop leur dire qu'ils n'ont pas forcément leur place, parce que c'est pas évident que c'est une société aussi dure, aussi métallique, aussi high-tech, et place pour tout le monde. Déjà, on leur a pas appris à lire, si vous voulez, effectivement, je veux dire, mais enfin c'est quand même... Je pense que ce serait une erreur de les culpabiliser, effectivement. Nous avons un sujet en tant que génération de leurs parents ou leurs grands-parents, d'avoir laissé se déployer un système où vous vous retrouvez avec, allez, combien 100, 150, 200 000 jeunes avec des diplômes généralistes tout à fait intéressants en sciences humaines, mais totalement inemployables. Nous n'avons pas eu le courage
de réformer, de réorienter l'éducation nationale vers l'apprentissage, comme je ne vais pas citer l'Allemagne à chaque fois, mais c'est une réalité. La Suisse. Ils sont en train de payer nos lâchetés. Donc là où je rejoins Denis Tiguinac, je dis attention, nous avons une part là-dessus. De la même façon, on ne va pas mélanger le sujet, mais de la même façon, vous savez, sur la CSG, sur les retraites, il y a une statistique, je vais faire un peu monsieur chiffre, les jeunes de moins de 34 ans, en fait, ils sont 20% à être en dessous du seuil de pauvreté en France aujourd'hui. Les retraités, ils sont à 94% au-dessus du seuil de pauvreté. Donc attention à la gestion de ce mouvement, effectivement, qui est en train d'être récupéré et politisé. Je suis d'accord avec Denis, si on réagit mal... Édouard, je suis d'accord avec vous, mais ces jeunes-là ne sont pas ceux-là. J'ai entendu un professeur de faculté me dire qu'à la faculté d'Amiens, quand il avait demandé un professeur très connu et extrêmement estimable, me dire que les étudiants étaient venus en disant « Monsieur, vous nous avez demandé d'acheter des polycopiers, nous ne pouvons pas parce que ou bien c'est le sandwich, ou bien c'est les polycopiers. » Et si, ce sont des cas qui existent, Denis, je vous assure. Ça existe. Mais là, en l'occurrence, il ne parle pas de la fac, il ne parle pas de l'avenir des études, il parle d'une lutte politique. Donc c'est quelque chose... Moi je voudrais quand même répondre à quelque chose que vous avez dit, parce que c'est important aussi, la recherche, les sciences humaines c'est important. Or, la réalité, si vous voulez, c'est que dans la foulée de 40 ans de réformes idiotes de l'école pour plus d'égalité et qui ont toujours fait en réalité plus de médiocrité, et dont je ne me sens pas responsable, je suis désolée, je veux dire, mais il y a comment dire, vous avez dit ce sont des bons diplômes en sciences sociales, mais c'est faux. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, je crois que vous avez dit c'est peut-être des très belles études. Pardon. Mais alors je voudrais, non mais c'est pas le reste de ce que vous avez dit me semble très important sur le fait qu'on n'a pas besoin de 100% de diplômés d'université dans une génération, mais en plus, si vous voulez, ça signifie que pour les enfants de milieux modestes qui doivent attendre 3 ou 4 ans à l'université avant de commencer à acquérir de réelles connaissances, puisque la première et la deuxième année sont considérées comme du gardiennage pour des jeunes dont qu'il ne faut pas exonérer de leurs responsabilités. Car quand même, nous ne sommes pas dans une société, peut-être qu'il y en a qui doivent choisir, c'est vrai, c'est dur, mais nous ne sommes pas non plus dans une société où on ne peut rien faire quand on se donne du mal. C'est pas vrai. Il ne faut pas donner cette idée. Il y a plein de gamins des milieux populaires dans des écoles extrêmement sélectives. Je veux dire, ça veut dire aussi, c'est vrai que c'est dur, mais il faut arrêter, si vous voulez, de dire c'est de notre faute, c'est de la faute de la société. Moi, je vois aussi, si vous voulez, des gens qui ne se donnent pas l'effort, qui ne font pas l'effort. On a dit à la fille de l'UNEF sur un plateau, quand même, votre orthographe. Et elle me regarde, elle dit, notre orthographe, c'est pas le problème. Ah bon, bah si. Si, ils sont aussi un peu, je veux dire, c'est... Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce que dit Elisabeth. Je dis simplement, je mets en garde sur le fait qu'à partir d'ultra-minorités d'extrême gauche, bon, comme d'habitude, comme un société, ils inventeront une extrême droite pratiquement inexistence parce qu'il faut bien, dans une démonologie, avoir un diable ou faire semblant d'avoir un diable, qui n'existe pas. Mais on est dans une société, pour la première fois depuis très longtemps, les écarts de revenus, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus riches. Tout ça peut s'enclencher sur une lutte des classes dont je perçois les prémices tant sur le plan national que sur le plan mondial. Alors attention quand même, envoyez les flics, on sait jamais. Marcel Gauchet m'a dit un truc intéressant, il m'a dit c'est un état de... Le gauchisme, cette espèce de fond de sauce, il dit ce qui est quand même sidérant, c'est que c'est vrai dans le monde entier, dans les facs. Bien sûr. Donc, un dernier mot là-dessus, Christian, très vite. Si vous avez envie de vous exprimer, mais sinon... On a d'autres sujets en magasin. Je dis qu'un pays dans lequel les étudiants, il n'y a pas si longtemps, faisaient des grèves pour la retraite et pour protester contre la réforme de la retraite, est un pays qui, d'une part, je le reconnais, ne traite pas bien sa jeunesse, et qui, d'autre part, est en train de marcher sur la tête. Donc il faut que, de part et d'autre, on fasse un effort. Cette question de l'université, on le sait très bien, c'est le motif de 68, encore une fois, dont on fête l'anniversaire cette année. Eh bien, cette université est le corps malade de la jeunesse française. Il faut absolument la mettre sur le chemin de la sélection d'une façon qui soit acceptable et acceptée par les jeunes. Et je crois que c'est un énorme chantier. Mais d'autant plus qu'il commence par le secondaire et puis qu'il commence en fac par le primaire. Exactement.
c'est déjà vrai dans la moitié des universités. Et quand on parle de réforme du bac et qu'on parle de supprimer le bac, il faut le lier. Toute réforme du bac doit être liée à un mécanisme de sélection. Je n'ai pas dit une sélection brutale avec une note obtenue. Méritocratique. Mais il peut y avoir des examens, par exemple. Il peut y avoir des choses très simples qui restaurent quand même le rôle de l'université. Un jeune a le droit d'avoir un titre diplômant qui soit pour lui valorisant et non pas dévalorisant. Christian Macarian, le dernier mot, comme toujours, revient aux internautes, à Jonathan, qui nous dit sur Facebook, le blocage est un moyen de se faire entendre à court terme, mais là, il bloque ceux qui veulent étudier, ce n'est pas normal. One Shout sur le Figaro.fr qui nous dit, c'est toujours pareil, une minorité qui embête une majorité, on leur donne le bac et à la fac, beaucoup ne passent pas la première année ou se réorientent. Et enfin, Patriote 94, toujours sur le Figaro.fr, les mauvais étudiants veulent empêcher les bons de bosser. Passons à un autre sujet. Peut-être vous souvenez-vous que lundi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, était venu rencontrer les évêques de France et notamment leur président, Monseigneur Pontier, qui est l'archevêque de Marseille. Celui-ci s'est exprimé notamment sur